Bonjour à tous. Je voulais vous faire un petit message aujourd'hui pour continuer à penser au-delà de la gueule de bois gigantesque qui assaille un certain nombre d'entre nous qui ont cru ou profondément souhaité la victoire de la France insoumise. Bien. Alors continuer à penser, ça consiste d'abord par, malgré la tristesse et la déception, se réjouir du fait que près de 7 millions de voix, ce sont plus de 7 millions de voix, pardonnez-moi, plus de 7 millions de voix se sont portées sur la candidature de Jean-Luc Mélenchon, et à ce titre sur le programme de la France insoumise. Et ça en fait du monde, hein. Ça fait autant de personnes qui sont en quelque sorte des amis en puissance, des alter ego, qui ont fait le choix de l'amitié, de l'émancipation, de la paix. Et c'est des... Ben voilà, quand on se croisera dans les temps à venir, il ne faudra pas oublier de serrer la pince, d'échanger ensemble les idées qui nous tiennent à cœur et par ailleurs d'essayer de s'associer, de se lier, d'agir. Bon, ça c'est une chose. Maintenant, revenons sur le débat qui va animer l'entre-deux tours. Il est structuré par un truc fondamental, simple et profond, c'est un second tour. Et dans un second tour, on essaye de vous convaincre de voter pour des personnes pour qui vous n'avez pas voté avant. C'est naturel. Dans un second tour des élections présidentielles, il y a une demande essentielle, c'est que ceux qui m'ont aimé continuent à m'aimer et que ceux qui ne m'aimaient pas, même maintenant. Bon. Alors on a donc cette demande de vote pour quelqu'un pour qui on n'aurait pas voté. On a donc une demande de vote de compromis. Par essence, de vote qui n'est pas un vote de conviction pur et simple, mais un vote de compromis. Ce vote de compromis, ça peut être soit la personne dont je me sens le plus proche, ou la moins loin, ou encore celle qui me permet de ne pas avoir le grand épouvantail, le grand vilain, le mal, le vote utile, le vote républicain, le vote, etc., etc. Bien, bref, le vote anti-Marine Le Pen. Les deux candidats qui sont encore en lice, Marine Le Pen et Emmanuel Macron, vont donc nous demander de distinguer entre eux et de voter pour eux, bien qu'on ne l'aurait pas fait spontanément. Bien. Alors, essayons de les distinguer un peu. Essayons de distinguer ces deux candidatures dans ce qu'elles ont de profondément différent. Moi, je dirais que ce qui les distingue le plus fondamentalement, c'est la position du chef. La position du chef. Dans un cas, on a quelqu'un qui prétend incarner le sol, incarner le lien sacré qui existe entre le sol et le sang. Ça, c'est Marine Le Pen. Sa légitimité vient du fait qu'elle est en quelque sorte la plus pure française. Et celle qui a le plus à cœur de défendre dans chacun de ses mouvements, dans chacune de ses émotions, l'essence de la France. Bien. Il en découle assez naturellement deux choses. Une violence raciale, en quelque sorte, en tout cas une violence raciste, et l'autre chose, c'est que assez naturellement, comme il s'agit d'un parti anciennement libéral et que Marine Le Pen est une grande bourgeoise, une violence sociale, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est chef parce qu'elle est supérieure socialement et supérieure racialement. Évidemment, ça s'accompagne de tout un discours raciste, de tout un discours sur les inégalités justifiées entre les Français. Justifiées sur un principe d'origine. Bien. De l'autre côté, on a celui qui prétend diriger la France comme un patron, le patron d'une start-up. Et il justifie sa chefferie sur l'idée qu'il est le plus compétent. Parce qu'il n'a jamais été élu, la compétence n'a rien à voir avec une élection. Il a travaillé dans la banque, il a travaillé dans la finance, il connaît ce monde, il est le plus compétent et il peut rassembler autour de ses compétences. Il se défie des postures politiques habituelles, il en prend une autre, mais enfin en tout cas il la présente comme originale. C'est celle du bon gestionnaire, qui est ni de droite ni de gauche, et à droite et à gauche, c'est du giscardisme pur jus, mais c'est comme ça qu'il se présente. Et
pour rendre plus efficace le système, il va nous dire, voilà, il va falloir licencier 100 000 fonctionnaires, il va falloir euh, évacuer tous les atermoiements parlementaires et se débarrasser de la démocratie dans ce qu'elle a de chronophage en gouvernant par ordonnance. Bien. Donc vous voyez, revendication de la chefferie par le sol et le sang, revendication de la chefferie par la compétence patronale, violence raciste et sociale d'un côté, violence sociale de l'autre, parce que tout simplement, d'un côté, on va développer les inégalités en fonction des origines, de l'autre, on va développer les inégalités en fonction de la propriété de l'outil de production. Parce qu'il y a un point sur lequel je vais alerter votre attention. Qu'est-ce qui caractérise une entreprise privée? Et qu'est-ce qui caractérise une start-up? Eh bien, du point de vue de la chefferie, eh bien c'est très simple, c'est que celui qui a le pouvoir, celui qui décide de tout, il le décide au nom de quoi? Il le décide au nom qu'il possède, qu'il a la propriété privée de l'entreprise. C'est sa richesse, c'est le fait qu'il possède les choses qui l'habilitent à imposer sa vision, à porter sa vision. C'est donc sa richesse, son statut de possédant, qui l'habilite à organiser la vie des uns et des autres, à répartir les statuts et les richesses, à être à l'origine du politique. Il est donc en train de nous créer un modèle entre l'oligarchie et la plutocratie qui est très intéressant, c'est-à-dire dire je serai le patron de l'entreprise France, très concrètement, ça veut dire que celui qui est aux manettes parce qu'il en possède le capital peut, alors peut-être en maintenant un dialogue social, hein, mais en dehors de toute démocratie ou république, au-delà de toute idée de bien commun, imposer sa vision, son nouveau projet. Bon. Alors, les violences sociales et raciales qu'on essaye de distinguer, j'avais dit dans une autre vidéo sur l'ordolibéralisme, donc dans la playlist ordolibéralisme, que c'était deux formes d'aristocratie, l'une plutôt technocratie, expertocratie d'un côté, et l'autre plutôt un espèce de lien fusionnel entre un chef et son peuple et son sang en même temps, et son sol. Bon, un modèle plutôt féodal et un modèle plutôt moderne, ou postmoderne. Ces deux modèles nous renvoient à quelque chose d'extrêmement familier, en réalité. Ils nous renvoient à deux modèles de familiarité. Le travail et le petit groupe. Le travail, parce que quand on va au travail dans une entreprise privée, on a un patron et on sait que c'est la possession de l'outil de production qui l'habilite à choisir ceci plutôt que cela, à embaucher telle personne plutôt que telle autre, à virer telle personne plutôt que telle autre, à augmenter telle personne plutôt que telle autre, à investir, à vendre. Il fait tout en fonction tout simplement de sa propriété de l'outil de production. Mais cette violence patronale-là, on la connaît très bien. On la connaît très bien, on la fréquente. Bien. En ce qui concerne la violence du petit groupe, je veux parler par exemple de celle qui s'exprime quand on exclut quelqu'un de la famille ou quand on a une bande d'enfants. Vous savez qu'il y a celui qu'on ne veut pas intégrer à la bande d'enfants parce qu'il n'est pas comme les autres. Il n'est pas semblable, il n'est pas exactement semblable. C'est la violence entre les bandes de quartier, c'est la violence entre les bandes d'enfants, c'est la violence qu'il y a à se sentir exclu d'un groupe d'amis, c'est la violence extraordinaire qu'il y a à se sentir exclu de sa famille. C'est voilà, la violence qu'il y a dès qu'un groupe se délimite et sépare de manière brutale, radicale, ce qui fait complètement partie de l'intégration et ce qui n'en fait pas partie. Bon, cela dit, bien que ces deux violences soient familiales, que ces deux violences soient familières, l'une est familiale, l'autre relève plutôt au contraire de la solidarité organique, c'est-à-dire de l'interdépendance entre des éléments extrêmement différents, comme il peut exister dans une entreprise, dans l'organisation matérielle du travail. Il faut rétablir un point d'équilibre.
Si une entreprise est le lieu de subordination ou d'exploitation le plus familier, il ne faut pas oublier qu'il y a une autre forme de violence qui s'exprime dans l'exploitation, c'est que on n'est pas intégré. On n'est pas dans un groupe d'amour. Il ne faut pas oublier que la violence raciste qui existe dans les propos du Front National, pour le petit groupe qui en fait partie, ça fait du bien. Donc, d'un côté, on va avoir quelque chose d'extrêmement divisant, mais qui va en réjouir certains. De l'autre, on a quelque chose d'extrêmement violent, mais qui va en réjouir certains. C'est juste simplement pas les mêmes. Dans un cas, ça sera ceux qui se représentent faire partie du bloc pur des Français de souche. Vous savez que l'expression vient de faire souche, c'est-à-dire en fait d'émigrer. Peu importe. Et de l'autre côté, on va avoir le petit groupe de ceux qui se reconnaissent dans la bourgeoisie dynamique et capables d'exploiter le monde et les gens jusqu'à ce que croissance s'en suive. Bien. Alors, une fois qu'on a bien fait ces distinctions entre la violence du familier et la violence de l'exploitation, reste à savoir pour qui voter ou pas. Personnellement, je vous inviterai joyeusement à aller voter pour la France insoumise aux prochaines élections. Voilà, salut tes joies.